Pour les photos, ça va pas être comme la dernière fois. J'ai pas merdé. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Au passage, est-ce qu'on a remarqué que la qualité de l'image, elle est quand même un milliard de fois mieux? Il y a Devdas qui fait son entrée. Je vous ai trouvé des trucs dans des pays vraiment... 7 décembre 2015. Sofia Isabella Federica, qui doit fêter ses 22 ans le 7 décembre 2015, est portée disparue depuis presque 2 mois. Sofia naît et grandit à Amsterdam, aux Pays-Bas. Aînée de sa fratrie, elle a 2 frères. Son rêve de devenir actrice se transforme en ambition médicale. Elle veut devenir docteur. Sa mère. Donc là, je lis en fait un truc de sa mère. Le 30 août 2015, nous disions au revoir à Sofia à l'aéroport d'Amsterdam. Le lendemain, elle arrive à Kampala, en Ouganda. Elle effectue un stage de 8 semaines dans un hôpital et elle souhaite ensuite voyager à travers le pays pendant quelques semaines. Chaque semaine, elle nous fait un récit détaillé de ses aventures, de ses impressions, des excursions qu'elle fait. Chaque semaine, elle nous fait un récit détaillé de ses aventures, de ses impressions, des excursions qu'elle fait, mais surtout, elle parle de son travail à l'hôpital. Elle apprend beaucoup, elle s'amuse énormément, les gens, la culture, le mode de vie, elle adore ça. Elle fait un réel effort pour apprendre la langue locale. Son séjour en Ouganda touche clairement une corde sensible en elle. En fait, elle n'est pas tout à fait prête à rentrer chez elle à Amsterdam, comme elle le dit à plusieurs amis chez elle. Le 10 novembre, Sofia doit rentrer aux Pays-Bas. Elle est très heureuse que la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat en médecine, alors je crois que c'est baccalauréat, ça a été mal traduit, je crois que c'est le premier niveau de diplôme, je crois, bref. Donc la remise de diplôme a lieu le 13 novembre, et on pouvait tous y assister, parce que du coup ça se passe à Amsterdam. Avant son départ, Sofia et moi, sa mère, avions parlé de ma venue pour lui rendre visite, donc en Ouganda. Le séjour de ma fille en Ouganda était pour moi l'occasion idéale de faire mon premier voyage en Afrique. Sofia vit dans une maison d'étudiants appartenant à l'AIESEC, organisation qui organise les stages. Je lui rends visite là-bas et je rencontre tous ses colocataires. Après cela, nous nous sommes vus plusieurs fois à Kampala, donc la mère et sa fille Sofia. Donc ça, c'est Sofia et sa mère. Le 22 octobre 2015, Sofia fait ses adieux à toutes les personnes présentes à l'hôpital. C'est le dernier jour de son internat. Le lendemain matin, elle part pour un petit séjour accompagnée de 3 amis. Le mercredi après-midi, 28 octobre 2015, ils arrivent au parc national de Murchison Falls. Alors j'ai une photo aussi du parc. Donc apparemment, si j'ai bien compris, il y a un séjour qui est prévu là-bas de 3 jours, je crois, pas plus. Après une promenade en bateau sur le Nil, ils arrivent à leur lieu d'hébergement pour la nuit, le Student Education Center, vers 18h. Ils déchargent la voiture et Sofia annonce qu'elle va aux toilettes. Un bâtiment séparé, un peu plus loin. C'est la dernière fois que Sofia est vue. Ses compagnons de voyage sonnent l'alarme et en moins de 15 minutes, une équipe de recherche comprenant des gardes du parc est en place. Sans résultat. Les jours suivants, la police et les gardes du parc poursuivent leurs recherches sur terre et dans la rivière. Sofia n'est pas retrouvée. Le vendredi matin, 30 octobre 2015, j'arrive au parc national de Murchison Falls, donc c'est la mère de Sofia qui parle, et je rejoins ses amis profondément choqués. Quelques heures plus tard, des gens de l'ambassade des Pays-Bas à Kampala arrivent. Ils restent avec moi jusqu'à mon départ. Les recherches sont menées par hélicoptère et au sol avec des chiens de recherche locaux et un groupe de policiers et de gardes du parc. Le 4 novembre 2015, une équipe de police néerlandaise arrive équipée d'un drone. Sofia n'est pas retrouvée. Le cauchemar ultime de chaque parent. Où qu'il soit dans le monde, votre enfant part en voyage à l'étranger et ne rentre pas à la maison. Pour nous, une réalité jour et nuit depuis le 28 octobre 2015. Elle nous manque terriblement à nous, ses parents, ses frères, sa famille et ses amis. Sofia, avec sa soif de vivre et son besoin d'aventure, peut parfois être trop stimulée, généralement lorsqu'elle est sous pression ou lorsqu'il y a beaucoup de troubles et de stimulants autour d'elle. Dormir devient de plus en plus difficile jusqu'à l'insomnie.
Elle est à la fois trop fatiguée et trop active et peut perdre le sens de la perspective. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais cette partie-là, j'ai l'impression que ce que ça veut dire, c'est que Sophia, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu anxieux, qui est un peu peut-être stressé, et qu'ici elle a trop de stimulation, comme elle le dit sa mère. En fait, ça peut peut-être la perturber un peu. Elle pourrait se retrouver dans une spirale descendante dont elle ne pourrait pas sortir seule. Des médicaments sont alors nécessaires pour qu'elle se réinstalle. Je pense que c'était pas la bonne traduction, mais genre pour peut-être qu'elle se remette ou qu'elle redevienne à une norme, entre guillemets. Au vu des faits connus, cela aurait pu jouer un rôle dans sa disparition soudaine. Il est crucial que nous la retrouvions le plus rapidement possible, car si elle est dans cet état, elle ne pourra pas rentrer chez elle par ses propres moyens. Tant que nous ne recevons aucune preuve du contraire, nous maintenons notre conviction qu'elle est vivante. Nous devons continuer à chercher, faire tout ce qui est humainement possible pour retrouver notre fille. L'insécurité dans laquelle nous vivons jour après jour est dévastatrice. Ne rien faire n'est pas une option. Oui, mon fils, c'est Devtas qui miaule. Alors, dans d'autres articles, j'ai découvert que les recherches avaient été interrompues en 2017, en octobre 2017, donc à quasiment l'anniversaire 2 ans de disparition. La famille a collecté des fonds pour reprendre les recherches et malheureusement, elles n'ont pas été reprises parce qu'ils n'ont pas assez collecté d'argent. Elle n'est pas retrouvée jusqu'à aujourd'hui, hein, donc c'est un non résolu, enfin un non résolu disparition, ou ça peut être un meurtre. En fait, on ne sait même pas ce qui s'est passé, c'est ça le truc. Possible que ce soit un accident, possible que... Enfin bon, en fait, il y a plusieurs possibilités, il y a la possibilité d'un meurtre aussi. Maintenant, la possibilité qu'elle se soit peut-être enfuie et que, je sais pas, elle ait trouvé un mec et tout, que bon, j'aimerais bien pour elle. Parce apparemment, elle aimait vraiment l'Ouganda au point qu'elle voulait apprendre la langue et tout, et elle était triste de rentrer à Amsterdam. Elle est blanche en fait, donc elle passerait pas inaperçue. Je pense que si c'était le cas, si elle avait trouvé genre je sais pas, quelqu'un, ou si s'était établi quelque part, je sais pas. En fait, je pense que quelqu'un l'aurait vue. Elle est blanche, la meuf, elle passe. Tu vois, en Ouganda, tu peux pas passer inaperçu, te fondre dans la masse quand t'es blanche. Donc je sais pas ce qui est arrivé à la pauvre Sophia, et c'est arrivé en 2015, quoi. Moi, je ne les aime pas, les affaires de disparition, parce qu'en fait, quand c'est pas résolu, tout ce qui est unsolved, des disparitions non résolues, franchement, c'est horrible, c'est horrible. Je pense qu'en tant que parent, c'est un des pires trucs que tu puisses vivre. Parce que même la mort de ton enfant, tu sais, il est mort, tu sais. Mais il y a plein de parents qui, dans un cas de disparition non résolue, ils disent hein, l'attente, c'est le pire. Franchement, elle est morte, il est mort, franchement, qu'on me le dise en fait, je préfère savoir. Et voilà. Mais être dans la douleur de l'attente comme ça, tous les jours. Elle est où ma fille? Elle est où ma fille? Et ça doit être juste horrible, quoi. Quelque part, en fait, il y a l'espoir. Mais quelque part, je pense que les parents, ce qu'ils se disent, c'est après autant de temps, les gens reviennent pas. Statistiquement, s'ils sont disparus aussi longtemps, quelles sont les chances de les retrouver statistiquement? C'est quoi les chiffres? De retrouver quelqu'un en vie, après 48 heures, après 5 jours, après... c'est quasiment du jamais vu. Ça se trouve, c'est peut-être un accident, après, parce que c'est un parc national où elle a disparu. Donc si elle a eu un accident, peut-être qu'elle est tombée ou quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, certes, c'est un parc, mais en fait, elle est allée aux toilettes. Elle est partie aux toilettes qui sont dans un bâtiment séparé. Donc tu restes quand même pas très loin de la civilisation. Donc disparaître comme ça, je sais pas, chelou, non? Chelou. Un prédateur qui rôdait par là, qui a saisi une occasion trop belle. On y va pour la prochaine ou Celle-là, franchement, faut donner toute l'attention possible là, parce que celle-là, bon. Faites très attention à ce que vous allez dire. Faites attention. L'ancienne directrice d'une école pour filles juives ultra-orthodoxe en Australie a été condamnée jeudi à 15 ans de prison pour avoir abusé, bip bip, sexuellement, 2 élèves, 3 en fait, c'est 3, je sais pas pourquoi c'est écrit 2, mais c'est 3. 3 élèves, il y a plus de 10 ans. Voilà, le tableau est posé. C'est quand même un truc de fou. Et c'est une femme, la directrice de cette école. Et d'ailleurs, je vais te montrer sa sale gueule.
C'est vrai qu'on parle pas beaucoup des femmes. Et c'est vrai que j'ai un ami qui m'avait fait un peu la remarque, pas la remarque, mais il m'a dit: «Ouais, tu parles pas beaucoup de mecs victimes dans tes vidéos». Je dis: «C'est parce qu'il y en a quand même beaucoup moins, mais il y a quand même des meufs qui font des trucs chelous». Donc là, on est dans la lignée de l'article dont j'ai parlé mercredi, de la voisine un peu trop sympathique, avec des frères jumeaux de 15 ans. La condamnation prononcée par un tribunal de Melbourne met fin à un combat de plusieurs années pour obtenir justice pour ses accusateurs, enfin plutôt accusatrices. Une affaire dont la longue bataille d'extradition a tendu les relations entre l'Australie et Israël et a poussé un législateur israélien à démissionner. Alors, on continue. En avril, là, un jury déclare la directrice Malka Leifer, donc c'est elle, hein, Malka, coupable de 18 chefs d'accusation d'abus, dont viol, pénétration, sodomie, attentat à la pudeur sur une personne de 16-17 ans. Elle a été acquittée de 9 des chefs d'accusation, dont viol et attentat à la pudeur. Pourquoi acquittée? I don't know. Les accusations pour lesquelles Madame Leifer, on va l'appeler Malka, hein, les accusations pour lesquelles Malka a plaidé non coupable s'étendent de 2003 à 2007 lorsqu'elle était directrice de l'école Hadass Israël à Melbourne. Donc l'école s'appelle Hadass Israël. Les procureurs déclarent que les abus sexuels qui ont eu lieu à l'école, déclarent que les abus ont eu lieu à l'école lors des campings scolaires et au domicile de Malka. Ça a commencé quand les filles étaient étudiantes et ça s'est poursuivi quand elles sont devenues élèves enseignantes. Alors, c'est élève dash enseignant, tiret enseignante, donc je pense que ça veut dire peut-être des élèves, peut-être genre délégués ou des élèves tutrices, un truc comme ça, mais elles étaient toujours élèves, quoi, mais plus grandes, quoi. Les accusations ont été portées par 3 sœurs. Les verdicts de culpabilité concernent 2 des sœurs, Dassi Erlich, 35 ans, Ellie Sapper, 34 ans, et les verdicts de non-culpabilité concernaient Madame Erlich, la 3e sœur, Nicole Mayer, 37 ans. Donc Nicole, Ellie et Dassi, les 3 sœurs. Il y en a une pour laquelle les accusations ont été abandonnées, je ne sais pas pourquoi. En prononçant la sentence, le juge déclare que Malka s'est livrée à un comportement prédateur contre donc les 2 jeunes filles. Elle a utilisé sa position d'autorité et son influence au sein de la communauté juive locale, donc en Australie, pour permettre ces abus. Elle n'a montré aucun remords pendant le procès. Et attends, parce qu'il y a des trucs qui arrivent, tu vas être choqué. Madame Leifer, Malka, 56 ans, a fui. Non mais écoute. Elle a fui vers l'Israël. Donc en fait, j'adore quand les gens font ça, j'aime bien quand les gens font ça. C'est comme notre affaire de la petite Sarah Sharif, de le mercredi, tu te rappelles? Sarah Sharif, ses parents, son père et sa connasse de belle-mère la tuent, sûrement, hein. Bon, il n'y a pas encore de procès, mais on sait que ça va aller là. Et il se barre au Pakistan, normal. Donc là, en fait, Malka, elle fait la même chose, elle retourne dans son pays, d'origine. C'est vrai que je crois que c'est là-bas qu'elle est née, qu'elle a grandi. Malka, 56 ans, fuit vers l'Israël lorsque les allégations contre elle sont révélées pour la première fois en 2008. Donc en fait, ces abus, ça se passe de 2003 à 2007. En 2008, on commence à entendre qu'est-ce qui s'est passé. Plie bagage et elle va en Israël. Elle y est arrêtée en 2014, ça fait plaisir. Elle y est arrêtée en 2014 à la demande de l'Australie. Les 3 sœurs font campagne pour qu'elle soit extradée vers l'Australie, donc pour y être jugée bien évidemment, mais le processus est retardé à plusieurs reprises parce que Malka, elle affirme avoir des problèmes de santé mentale. Et donc elle est inapte à subir son procès. Et elle est déclarée inapte par des psychiatres israéliens. Alors c'est pour ça que ça a tendu les relations entre l'Australie et l'Israël. Ils n'avaient pas de vin thérapeutique. Palestine occupée, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui ont décidé de officiellement nommer Israël, Palestine occupée, territoire de Palestine occupée. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, s'il vous plaît, parce que là, on ne peut pas. Donc, et puis c'est tout, je précise, tout ça, c'est uniquement politico-gouvernemental, hein, d'accord? Les juifs et les musulmans sont cousins, et on s'aime. Et on devrait boire du vin thérapeutique tous ensemble. Anyways, on reprend. Une enquête menée par la police israélienne conclut qu'elle simulait
qu'elle simulait sa détresse mentale. Et en 2020, un tribunal israélien a jugé qu'elle était éligible à l'extradition. Mais il aura fallu quand même des années pour percuter qu'elle était éligible à l'extradition. Donc elle est renvoyée en Australie l'année suivante, où elle est jugée en 2022. Et alors écoute, parce que moi, j'ai pas trouvé les mêmes informations dans d'autres médias. Hein. Donc, l'enquête qui a été menée par la police israélienne, alors je pense que ça a été le cas, que l'enquête a été menée par la police israélienne, mais au préalable, ce qui s'est passé, j'ai trouvé un autre article où il est question de 200 heures de films, d'images, qui ont été collectées par un détective privé. Je pense que c'est les sœurs qui ont peut-être pris le détective privé, ou peut-être un truc comme ça. Mais c'est un détective privé qui, au départ, a dit se fout de notre gueule, la petite Malka, là, hein parce que regarde la photo que je vais te montrer, c'est celle que je voulais montrer tout à l'heure, en fait. Malka, au téléphone. Et puis j'ai vu aussi une vidéo, alors faut que j'apprenne à mettre les vidéos sur Twitch, mais ça ne saurait tarder, parce que je voudrais bien aussi montrer des trucs en images, vidéo, quoi. Mais du coup, la petite Malka, voilà, elle est au téléphone, tranquille, puis les images sur lesquelles moi je l'ai vue, 200 heures, le détective, il n'est pas allé, voilà, de main morte, hein. Il a filmé. Ah, il a filmé, du coup, il l'a filmé. À un moment donné, en fait, ça m'a fait trop rire. Elle est filmée avec un espèce de... Tu sais, les trucs comme au bled, pour les gens qui ne connaissent pas le bled, en fait, c'est une genre de... comme... T'as vu les feuilles de palmier? Mais quand elles sont jaunies, parce qu'elles sont plus sur l'arbre, bah, tu peux t'en servir pour dépoussiérer le sol. Donc, elle était en train de... Mais tu vas bien, en fait, si tu dépoussières le sol. Donc tu peux être jugé. Donc tu peux être extradé. Donc Malka, la petite Malka, enfin la petite, 56 ans, ça veut dire, en fait, elle avait quoi dans la quarantaine, en fait, quand elle a commencé à abuser de ses filles, elle leur a fait des trucs de ouf. Déjà, quand t'es une meuf, pensez à ce genre de choses. Attention, je dis pas que les mecs, c'est des violeurs nés, hein, attention. Mais c'est rare qu'une femme fasse ça. Pourquoi? C'est une bonne question. Et je pense que, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense pas me tromper parce que c'est très rare que je me trompe. Mais je pense qu'on va avoir une recrudescence. Et puis on est en train d'avoir une recrudescence de crimes sexuels commis par des femmes. Parce que je pense que la sexualité féminine, en fait, elle est un peu plus en train de se libérer, voilà, depuis ces derniers temps, là. Avant, tu sais, le truc de ouais, les mecs, ça a envie, mais une meuf, ça a pas trop envie. Ou t'es une PUTE, si t'es une meuf qui aime le sexe, ou qui. Voilà. Aujourd'hui, on est à des temps où non, en fait, voilà, on est tous les deux des êtres humains, et on a tous les deux des envies, des hormones, des machins. Donc, c'est comme c'est plus accepté, enfin, c'est plus normalisé, ce qui est normal en réalité, bah, je pense qu'il va y avoir une recrudescence. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de. En fait, le désir sexuel, c'est quelque chose de énormément masculin. Là, on reprend, et ça, cette partie, elle me fait très plaisir. L'année dernière, donc en 2022, un député israélien, Yaakov Litzman, ancien ministre de la Santé, a démissionné du Parlement, bon, je pense qu'on l'a poussé gentiment, et a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, donc bon, pas de prison ferme, malheureusement, pour avoir utilisé sa position pour faire pression sur les psychiatres afin qu'ils déclarent Madame Malka, inapte à subir son procès et donc inapte à être extradée. Parenthèse extradition. En fait, Israël considère que si une personne n'est pas apte à être jugée chez eux à domicile, elle n'est pas apte à être jugée ailleurs. Donc en fait, ils extradent que si eux décident que cette personne, si elle se dit pas apte psychologiquement, eux font l'évaluation et eux décident si elle peut être extradée dans le pays où elle doit être extradée. Ils protègent quand même leurs citoyens. Donc l'idée de commettre un crime là où tu résides, là où tu as une seconde nationalité, comme elle en Australie, comme le père de Sarah Sharif en Angleterre, et tu dis, bon tiens, je vais aller retourner au Pakistan, là, c'est chez moi, hein, maintenant, parce que j'ai commis un crime, ou je vais retourner en Israël, parce qu'on va me protéger. En fait, Malka, quelque part, elle avait pas tort, parce que elle a été protégée pendant plusieurs années par ce député. La question, c'est pourquoi, en fait? Pourquoi tu protèges un de tes ressortissants à l'étranger qui a commis des crimes graves? Ça fait penser un peu à l'idée de, des parents, tu vois. T'es un parent, ton fils il a fait des trucs de ouf, mais tu le défends quand même. Ton fils il fait des conneries, il faut qu'il subisse les conséquences de ce qu'il a fait. Ou ta fille, enfin ton enfant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens qui sont là et qui sont parents, mais en fait, non, faut subir.
Moi, je suis pour le subissage. Jeudi, les médias locaux ont rapporté, jeudi là, que que Malka regardait virtuellement la sentence depuis une prison pour femmes à Melbourne. En fait, virtuellement, donc c'était un procès FaceTime, les procès FaceTime. Et elle a versé une larme à la lecture de sa sentence, Mskina. À l'extérieur du tribunal, donc c'est la photo qu'on voit des 3 sœurs en train de sourire. Les 3 sœurs ont célébré la sentence qui, selon Madame Sapper, donc une des victimes, reconnaît le mal et la douleur que Malka Leifer a fait souffrir à chacune d'entre elles pendant tant d'années. Ça a été un des chemins vers la justice des plus traumatisants, déstabilisants, horribles et douloureux, a déclaré Madame Ehrlich. Mais aujourd'hui marque vraiment la fin de ce chapitre de nos vies et ouvre le chapitre de notre guérison. Un chapitre qui va... Dis-toi qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça, du jugement, de la reconnaissance, d'un pardon aussi parfois, que la personne elle soit en train de payer pour ce qu'elle a fait, pour que ces personnes puissent avancer. Et elles ont 30 et quelques années, les jeunes filles là aujourd'hui. Donc tu te dis, purée, déjà, il faut vivre le traumatisme, il faut attendre des années d'avoir la force et le courage de le dire, d'en parler, et il faut attendre qu'il y ait punition, si punition il y a. Parce que des fois, c'est pas le cas. Bon, celle-là, je suis pas sûre de vouloir en parler, mais peut-être que si, quand même, on va en parler. Ça se passe à Dubaï. On va à Dubaï ou on va pas à Dubaï? Qui veut aller à Dubaï? Déjà, qui est déjà allé à Dubaï? Merci pour le follow Dark Knight. Je peux t'appeler Bruce? Bismillah. Alors moi, Dubaï, jamais j'y vais. Chocolatine, on peut me ban cette personne, s'il vous plaît? C'est un pain au chocolat. Non, je plaisante, tu peux rester. Dubaï. Bon, je vais enlever la gueule de l'autre. Prends un mince. Alors, Dubaï. En fait, j'y suis allée, mais pas par choix, attention. Je n'aurais jamais payé de mon argent pour aller dans un bled comme celui-là. Pour moi, c'est un pays... Enfin, un pays. Est-ce qu'on peut appeler ça un pays? C'est du sable. Pardon. Et un mec qui avait de la thune qui est arrivé qui a dit boum. Enfin, un mec. Bon, le pays s'est construit artificiellement. Les artifices, le bling-bling, le bling-bling, ça passe en minutes. Hein. Un pays fake. Pour moi, Dubaï, c'est une meuf avec des lèvres comme ça d'un médecin, des aiguilles. Et attention, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Mais je préfère la nature naturelle. Voilà, c'est un choix personnel. Et puis il faut de tout pour faire un monde, comme disait Arnold et Willy. Et en fait, j'y suis allée quand j'étais hôtesse de l'air chez British Airways. Donc c'était un vol que j'avais, voilà, et j'y suis allée. Et du coup, je suis contente d'y être allée par le travail, mais de moi-même, j'aurais jamais dépensé d'argent pour aller dans ce bled. Et ce que je vais te raconter maintenant va te donner encore moins envie d'y aller. Elisabeth Polanco de Los Santos, une jeune femme de 21 ans, voyage d'Istanbul à New York, en plus, mais elle n'avait rien à faire à Dubaï, en faisant escale à Dubaï pour le vol de correspondance. Elle avait prévu de courtes vacances après avoir subi une opération chirurgicale et porté un corset amincissant dans le cadre de sa convalescence. Donc je pense qu'en fait, j'avais pas plus de détails, mais je crois que c'est une jeune fille qui est partie à Istanbul pour faire une opération de chirurgie esthétique. Là-bas, c'est pas cher, bon, tout le monde connaît. Hein. Écoute, mesquelin. Pendant l'escale de 10 heures, déjà, rien que tu fais une escale de 10 heures, déjà, t'as envie de mourir. La sécurité dit à l'étudiante qu'elle doit retirer son dispositif médical. Elisabeth affirme que les femmes lui lançaient des regards méchants. Donc les femmes de Airport Security, là. Et riaient en arabe de ses blessures enflées. Elisabeth avait besoin d'aide pour remettre son espèce de corset. Elle fait appel à une femme de la sécurité pour l'aider. L'étudiante a été arrêtée pour avoir prétendument touché la douanière pendant la fouille. Donc c'est vrai qu'elle l'a touché, mais en fait elle l'a tapoté pour dire excusez-moi, vous pouvez m'aider à remettre mon truc. Parce que c'est un corset médical, c'est un corset médical. Et donc apparemment, de ce que j'ai compris, il y a des espèces de fils et tout. Donc elle a besoin d'aide, elle peut pas le faire toute seule. La meuf, elle voyage seule, elle pouvait pas le remettre toute seule. C'est un dispositif médical qu'on l'a sûrement aidé à mettre, quoi. Nous pensions que c'était une ville moderne et futuriste, mais nous avions complètement tort, déclare Elisabeth. Non, la mère d'Elisabeth, pardon. Elisabeth dit « J'étais mal à l'aise, j'avais peur, je me suis sentie violée. Il y a beaucoup d'épingles, il faut retirer les bas et attacher des petites épingles fines ensemble près du corps. J'étais vraiment gênée, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, elle va être enfermée dans une pièce pendant plusieurs heures, sans qu'on lui dise ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, la policière, elle est en train de faire un dépôt de plainte officiel contre elle. Elle m'a touchée, elle m'a tapoté.
Elisabeth signe ensuite un formulaire en arabe, ce qui devrait être interdit dans n'importe quel pays. Tu devrais pas signer un document qui est dans une langue que tu ne comprends pas. Donc, on lui fait signer un document en arabe, on la force, et quelques heures plus tard, on lui dit « Vas-y, c'est bon, dégage ». Elle part, et elle se rend compte quelques heures plus tard qu'elle a été frappée, alors c'est mal traduit, mais qu'elle a été frappée d'une interdiction de voyager, no-fly list, de Los Santos. Elisabeth, qui travaille comme manager de vente au détail, a été condamnée à payer une amende de 10 000 dollars arabes, dinars, enfin les dinars, ce qui correspond à 2700 euros, 2700 dollars américains, donc c'est à peu près 2500-2600 balles de chez nous, quoi, 2000, on va dire 2500 euros, on va arrondir à 2500 euros, ce qui est, voilà, quand même énorme. Elle gagne pas des milliards, donc déjà c'est une grosse amende. Le pire, c'est qu'elle la paye. Elle paie l'amende, malgré le paiement d'une lourde somme, qui sert généralement de punition. Les douaniers font appel de sa condamnation. Alors ça, je savais pas que c'était possible. Enfin si, du coup, c'est la plaignante. Les douaniers, enfin l'équipe de douaniers, là, des agents d'immigration, ils font appel. Les tribunaux de Dubaï autorisent automatiquement les appels, qu'ils soient fondés ou non. La prochaine audience est fixée au 23 octobre. C'est pas un truc de ouf. De Los Santos a été informé que quel que soit le résultat, l'accusation peut faire appel à nouveau, encore, et la forcer à rester à Dubaï jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. La mère d'Elisabeth a supplié les autorités de laisser sa fille rentrer chez elle afin qu'elle puisse reprendre ses soins médicaux nécessaires. Elle est soumise à un stress incroyable, j'ai fini de manger, désolée, qui affecte sa santé physique et mentale, perturbe toute sa vie et lui laissera des cicatrices à long terme. Elle est trop mignonne, enfin elle a rien fait de mal, quoi, putain, elle a tapoté quelqu'un, elle était pas censée savoir que t'avais pas le droit. Alors, pour être allée moi-même à Dubaï, alors moi je suis une arabe, t'as vu, enfin je suis une arabe, je fais un peu de tout, mais du coup, moi je suis à la douane, un truc d'immigration, avec mon uniforme d'hôtesse de l'air, mon petit chapeau, mon petit chignon, belle gosse, enfin bref, je suis avec mon uniforme, tu sais. J'arrive, je dis salam alaikum, pour moi c'est la moindre des choses, t'as vu, c'est des musulmans, c'est des frères, t'as vu? Donc genre, je dis salam alaikum, et je crois que le mec, il a vraiment pas aimé. Il voit mon passeport française, il voit mon uniforme, il m'a regardé de haut en bas, et les gens de l'immigration, déjà, j'ai fait plein de pays dans ma vie. Les mecs de l'immigration, les meufs, les policiers là, de uniforme de l'immigration, c'est des gens qui n'aiment pas la vie. Je pense que c'est un prérequis pour ce travail, c'est de ne pas aimer la vie, et c'est de ne pas aimer les gens. Et c'est de ne pas être gentil. La seule personne que j'ai rencontrée à l'immigration qui était sympa, c'était à Seattle, en 2018. J'arrive à Seattle, et en plus j'avais pris un Nesta alors que j'avais un visage, je sais pas pourquoi j'ai pris un Nesta, j'ai un pote qui m'a dit prends un Nesta quand même, je l'ai pris quand même alors que j'aurais pas dû, mais du coup j'ai un peu perdu du temps et tout, mais le mec il a été super patient et tout. Il m'a pris mon visa, il m'a dit non, t'as pas besoin d'Nesta et tout, il me dit t'es touriste? Je dis ouais. Il me dit mais c'est trop bien, tu restes combien de temps? Je dis je ne sais pas. Il me dit écoute, c'est ta première fois à Seattle? Je dis et c'est trop sympa. J'ai plus le droit de le dire parce que je suis avec Justin, mais il était mignon. Je dois pas dire. Il était sympa. Et du coup, il me dit écoute, prends une feuille, un stylo, vas-y, note, je vais te donner un endroit, il faut que tu aies absolument. Et il me donne le nom d'un comment on appelle ça? En fait, d'une partie de forêt, quoi, juste à l'extérieur de Seattle. Ça s'appelle Tiger Forest ou Tiger, je sais pas quoi. Et je suis allée avec un ami que j'ai rencontré là-bas à Seattle. On a loué une voiture et puis on est parti dans cette partie de la forêt, quoi, qui est apparemment exceptionnelle. Et en effet, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Et c'est la seule bonne expérience que j'ai de toute ma vie avec des agents de l'immigration. Et c'est franchement Dubaï. Moi, je n'y retournerai pas. Je n'y retournerai pas. Le paradis fiscal des influx voleurs et tout. Je ne veux pas aller là-bas. Je préfère aller à Chypre. Si tu veux pas payer d'impôts, va à Chypre, c'est mieux. C'est plus à côté. Si Paris t'appelle et qu'il y a un problème à Paris, bon, bah le vol est pas très cher et puis le vol est pas très... C'est plus rapide quand même. Qui connaît cette personne? Gabriel Guevara. C'est un acteur. Il faut que je vous raconte quand même l'histoire parce que je sais qu'il y a des gens qui vont aller voir sur Google, ils vont me trahir. Donc je raconte quand même et puis je prends une pause genre 2 minutes, même pas, juste pour faire un dolce gusto. Donc c'est en effet la star du film À Contresens, qui est un film espagnol, de ce que j'ai compris, disponible sur Amazon Prime, en échange d'un petit abonnement à 10 balles. Je crois, c'est 10 balles l'abonnement? Je suis abonnée à toutes les plateformes de streaming. Je n'ai pas vu ce film, mais il va falloir qu'on en parle. 2 ans sans tabac, j'ai plus les... C'est quoi les 3 C? Ah, café, clope, caca.
Faut que j'apprenne à Justin d'ailleurs. Café Club Caca. Vive la France, voilà, vive la France. Le jeune acteur Gabriel Guevara a été arrêté à Venise, en Italie, dimanche 3 septembre, alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Bibi, émis par la France. Gabriel Guevara, jeune acteur espagnol de 22 ans, a été arrêté ce dimanche à Venise en Italie, indiquent les médias italiens. L'acteur aurait dû recevoir un prix à la Mostra de Venise. Je sais pas c'est quoi la Mostra, c'est un festival de films je crois. Oui, pour le film à contresens, diffusé sur Prime Video, donc il devait recevoir une récompense. Mais le festival a précisé sur X, anciennement Twitter, que l'acteur n'était pas invité. La présence de l'acteur espagnol Gabriel Guevara, que certains sites de presse ont récemment signalé comme étant en état d'arrestation, n'était liée à aucune activité ou production du 80e Festival international du film de Venise. La Mostra, c'est le Festival du film de Venise. Je le savais, évidemment. Les organisateurs du festival ont indiqué à l'ANSA, la principale agence de presse italienne, que la récompense qui était prévue pour l'acteur a été suspendue dans l'attente des conclusions de l'enquête. Des agences de presse indiquent que l'acteur était visé par un mandat d'arrêt international émis par la France pour des faits, attention, attention, d'agression sexuelle. On les a tous là cette semaine. Aucun détail concernant les éléments d'accusation n'a en revanche été communiqué. La justice italienne doit se prononcer prochainement concernant une remise de l'acteur aux autorités françaises. Donc, une petite extradition par TGV est fort envisageable. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Déjà, on le sait pas. J'ai pas fait de recherche plus. Rechercher en France, rechercher, voilà. Donc il n'y a pas écrit en fait. Il y a nulle part personne qui dit. Qui est au courant? Il a été acquitté à l'époque, mais quelle époque? Le film vient de sortir là, Lila. Qu'est-ce qui s'est passé là? Depuis, on a appris que l'enquête avait en fait déjà été traitée et que ça s'est passé quand il avait 15 ans. Mais non. Il a été acquitté, n'est-ce pas? Bon, on va parler du film alors. Parce que là, moi, je suis un être humain normal. Et certains, non, en fait. Lila ne le prend vraiment pas pour toi. Je t'aime quand même, ma chérie. Mais je veux comprendre, qui a vu ce film déjà? Qui a vu à contresens? Et pour les personnes qui l'ont pas vu, je vais te dire en une phrase de quoi ça s'agit. Je te raconte pas, je vais pas te spoil, mais je vais juste te donner la prémisse du truc, quoi. Pour que tu puisses quand même joindre la discussion, parce que tu pourras quand même joindre la discussion. C'est l'histoire d'un... Lui, avec une autre fille, en fait, ils se retrouvent demi-frères et sœurs, parce que le père de lui et la mère de elle, un truc comme ça, en fait, ils se mettent ensemble, ils se concubinagent, dans la même maison ils habitent, et donc du coup, leurs deux gosses commencent à faire des trucs pas très halal. Il faut qu'on en parle. Lila, tu peux nous expliquer? Parce que pour moi, c'est de l'inceste, en fait. Même s'il n'y a pas de... J'ai envie de roter, excusez-moi. On dirait un film porno, en fait, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est normal? En fait, c'est une histoire d'amour et tout, je peux comprendre. C'est plutôt commun, malheureusement. Tu parles dans le porno ou tu parles dans la vie de tous les jours? Parce que... Alors, bon, je suis d'une ancienne école, mais je suis pas trop vieille non plus quand même. Mais quand j'étais jeune, j'ai vu un film, tu sais, les téléfilms d'M6 là, de l'époque. Je crois que c'était un téléfilm d'M6. Et je sais pas si c'était basé sur une histoire vraie, mais ce film m'a traumatisée. Et j'étais ado quand je l'ai regardé. J'étais adolescente. C'était l'histoire de deux familles qui étaient reconstituées. Donc c'était un père, une mère. Mais ils avaient tous les deux plusieurs enfants. Je crois qu'ils en avaient genre 2-3, un truc comme ça. Et il y avait... chacun, il avait un grand. Donc le mec, il avait le daron, il avait un fils. La daronne, elle avait une fille qui était grande. Ils avaient à peu près le même âge. Et en fait, ils dormaient dans la même chambre. Des lits superposés. Puis ils ont commencé à faire des trucs. Je dis, mais c'est des malades. Mais ça va pas. Donc moi, en fait, je vois ça. Dans ma tête, c'est ding ding ding, même s'il n'y a pas le son, mais c'est quand même ton frère, quoi. Ou ta sœur. Donc excusez-moi. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de lien de parenté, tes parents, ils se marient. Mais wesh. Et là, parce que dans le cas du film dont je parle, de l'époque d'M6, là, ils se sont mariés, les parents. Donc, légalement, en fait, cette personne devient ton demi-frère ou ta demi-sœur. Je sais pas, c'est quoi les références des autres personnes pour tout ce qui est teen movies et tout? Moi, c'est Twilight. Enfin, j'étais pas teen à l'époque de Twilight. J'étais trop adulte. Pour moi, les teen movies qui m'ont marqué mon enfance, mon adolescence, mon jeune adultance, c'était des histoires où ils étaient pas frères et sœurs, les gens, en fait.
même pas par le lien du sang, mais bon, déjà encore heureux, hashtag famille Lannister, mais je suis désolée, même s'ils n'ont pas le lien du sang, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le lien du sang, les parents sont ensemble. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que franchement, toi qui me regardes là, présentement, si tu es dans cette situation, tu te mettrais avec le mec ou la meuf? Tu vois, voilà, c'est ton demi-frère, demi-sœur par alliance, vous êtes sous le même toit, et tu tombes amoureux ou amoureuse. Tu veux rester ensemble, marier, faire des gosses derrière, et tes parents, ils font quoi, en fait? Et comment tu expliques à tes enfants comment t'as rencontré leur daron? D'ailleurs, le père lui-même tente de séparer à la fin du film. Bah, c'est normal, wesh. Mais déjà, franchement, les parents, les gens qui sont parents, là, il y a des parents ici, je pense, même si vos enfants, ils sont encore petits et que c'est encore quelque chose de lointain, mais imagine, tu rencontres quelqu'un, tu te mets avec cette personne, et ton gosse veut se mettre avec l'enfant de cette personne avec qui tu es, ton nouveau partenaire, ta nouvelle partenaire. Mais c'est dégueulasse, putain. Après, l'histoire, elle peut être belle en soi si t'enlèves le truc incestueux, même si les gens considèrent pas que c'est de l'inceste parce que ils n'ont pas le lien de sang, mais je suis désolée, c'est une famille recomposée, reconstituée. Ça ne me choque pas, en fait, s'ils sont adultes, ils savent ce qu'ils font. Alors, ça revient à dire exactement la même chose de gens qui sont dans réellement des relations incestueuses, parce que j'ai regardé, il fut un temps, je sais pas, j'ai eu un délire de regarder des vidéos comme ça sur YouTube, des documentaires et tout. J'ai vu un documentaire en Allemagne, mais un couple en Allemagne, qui se sont mariés. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, parce que c'est interdit, mais en fait, ils habitaient ensemble, ils ont fait des gosses, et ils sont allés en prison, parce que c'est interdit. C'est interdit. Souvent, l'inverse arrive aussi, les enfants se mettent ensemble et les parents respectifs des deux se mettent ensemble aussi. Ah, moi, je tue mon parent, hein. Ah, je suis désolée, c'est tellement dur de trouver chaussures à son pied. Si ton parent vole le daron, mais je les éclate. Mais je les éclate tous. Je leur fais leur fête. Un par un. Ah, du coup, de fait. Moi, ça me ferait juste rire que je ressors avec le fils de l'ex de mon père. Il y a trop de mots dans cette phrase, je n'arrive pas à suivre. Le fils de l'ex de ton père. D'accord, j'ai compris, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je vais quand même me caféiner. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, ils ont eu un enfant en plus, machin. Donc imagine en fait les deux parents qui sont ensemble, et leur fils et leur fille se mettent ensemble après, et ils restent en couple et tout. Et puis leurs parents après, ils ont un gosse. Donc là, en fait, techniquement, par le sang, ils ont quelqu'un qui les lie, tu vois, un petit frère ou une petite sœur. Imagine, ils restent ensemble. Il manque un oncle. Imagine, ils restent ensemble. Et du coup, ils font des gosses et tout. Mais enfin, en fait, du coup, la petite sœur ou le petit frère va être complètement du père dans sa tête. Ça veut dire, ouais, c'est ma grande sœur. Et ça, c'est mon grand frère. Et ils sont mariés. Alors, comment tu règles ce dilemme? Le demi-frère est aussi le beau-frère. Hashtag Lannister. On y va, on y va. Eh, j'ai encore plein d'affaires à vous raconter en vérité. Donc on y va. Alors là, on va aller en France. Et franchement, j'avoue, je vais rarement en France. Vous l'avez remarqué, je vais rarement en France. Mais celle-là, elle m'a quand même fait mal au cœur. Un triste lien les unit désormais. Dana Arlampijeva, ça parle peut-être à quelqu'un. Dana Arlampijeva, 26 ans, qui se faisait appeler Dana Vincent, a succombé en août 2023 dans un appartement de Vaux-les-Saint-Claude, dans le Haut-Jura. Donc c'est avant-hier et en France. Elle est morte de plaies portées avec une arme blanche, le corps de son conjoint Abdelhafid Tombouctou. Bon, donc déjà là, il y a un problème. Donc Abdelhafid Tombouctou, son corps est retrouvé dans le logement en partie incendié. Appelé pour un feu par les voisins, les pompiers ont fait les macabres découvertes. Donc c'est les pompiers qui découvrent les deux corps. Suite à un allô bonjour les pompiers, il y a le feu dans une maison par les voisins. Sylvie Devaux, elle, avait 28 ans. Le 15 juillet 1995, dans une villa de Cresse, ou Cresse, il y a des gens qui viennent de l'Hérault là, donc c'est dans l'Hérault, c'est près de Montpellier, donc Sylvie succombe à 34 coups de couteau de cuisine. Elle avait quitté quelques mois plus tôt Abdelhafid Tombouctou, âgé de 28 ans lui aussi, donc à l'époque. Elle demandait le divorce. Un homme déjà violent, il y a 30 ans. Donc Sylvie, c'était déjà en 1993. Non mais... à l'époque de Dragon Ball Z et compagnie. Donc en fait, ouais, elle demandait le divorce, en fait, elle a voulu le quitter, et non, tu me quittes pas. Tu me quittes pas, je préfère que tu meurs. Dans la presse de l'époque, les articles de Midi Libre retracent ce premier meurtre avec des détails glaçants et cette expression de drame
passionnel, aujourd'hui décrié par les associations féministes. Alors je savais pas que c'était une expression décriée par les associations féministes, drame passionnel. Ça veut dire quoi un drame passionnel en fait? Ça veut dire que j'ai tellement la passion que je te tue avec 34 coups de couteau. Je trouve que c'est pas non plus une expression très appropriée. Crime passionnel. Dans les années 90, le mot féminicide n'existe pas. Moi, je savais pas. Le meurtre d'un conjoint devient circonstance aggravante seulement en 1994. Tombouctou, le mec, il s'appelle. C'est quand même bizarre. Sylvie est poignardée sur tout le corps. Alors ça, c'est le détail qui me tue. Son père Marcel, 72 ans, a le nez cassé. Il reçoit des coups de poing de son gendre. Tombouctou, là. Dolores, sa femme, donc c'est la mère de Sylvie, donc la femme du papa Marcel. Dolores, sa femme, est blessée au cuir chevelu. Ils parviennent à s'enfuir. Leur fille n'échappera pas à son bourreau. Ça veut dire qu'il y a eu une baston générale. Les parents de la pauvre jeune femme étaient là. Ils ont pris la fuite pour se sauver leur peau, quoi. Et leur fille, elle n'a pas survécu. Alors déjà, j'imagine même pas comment ils ont dû vivre le truc. Abdelhafid Tombouctou parvient à prendre la fuite. Sa maîtresse l'attend dans la voiture. Donc non seulement le mec, en fait, je t'aime, je te tue, hein, la phrase que j'ai déjà utilisée en titre de l'une de mes vidéos. Non seulement le mec, c'est genre, tu restes avec moi, ou alors tu crèves, mais lui, il a le droit, attention, d'avoir une maîtresse. Hein, attention, c'est le grand classique. Sa maîtresse l'attend dans la voiture. L'homme est recherché dans toute la France. Il est retrouvé 24 heures plus tard en Savoie. Dans le petit pavillon résidentiel, les gendarmes découvrent un décor couleur hémoglobine. Du sang, il y en avait partout. Témoignent les gendarmes lors du procès, 3 ans plus tard, donc pour la mort de Sylvie. Abdelhafid Tombouctou était venu ce soir-là voir sa femme et ses beaux-parents avec un revolver à grenaille. Ça veut dire quoi? C'est quoi un revolver à grenaille? Je m'y connais pas en armes. Élégant, fier, arrogant, orgueilleux. Il explique lors de l'audience qu'il voulait juste les impressionner mais pas les tuer. C'est cru dans un film. Je ne voulais surtout pas donner la mort à mon épouse. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé et que j'aime encore. Bien sûr, Abdelhafid. C'est l'être que je place au-dessus de tout. Crachez-lui à la gueule, s'il vous plaît. Tu l'aimes par-dessus tout et tu l'as planté 34 fois. Bah dis donc, c'est une façon très particulière de montrer ton amour à quelqu'un et de les placer au-dessus de tout. Le procès de Tombouctou a lieu en juillet 1996 devant la cour d'assises de l'Hérault, permet de retracer les violences subies par sa première femme. Ses parents témoignent à la barre et rapportent les paroles de leur défunte fille. Il me menaçait et me disait « Si tu me quittes, je tue l'enfant, je tue les parents ». Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de tuer les parents. Et je suis sûre que s'il ne s'était pas enfui, il serait mort aussi. Je ne sais pas pourquoi personne n'a pensé à faire ça. Mais je pense que dans cette terre, on aurait dû créer un bled pour les fous. Pour les assassins. Un bled pour les assassins, pas les fous, attention, mais je veux dire les assassins, les gens qui tuent. On devrait créer un bled juste pour eux, et les laisser entre eux. C'est des merdes. Sylvie était martyrisée, pleine de coups, brûlée par des cigarettes. Chez elle, on a retrouvé des impacts de balles, où tout avait été cassé, dévasté. Elle savait qu'elle allait mourir de ses mains, relatent alors les proches de la victime. Au procès, l'avocat général requiert 30 ans. Abdelhafid Tombouctou d'origine... j'ai pas envie de le dire... d'origine algérienne, merde, sera condamné à 18 ans de réclusion. Il sortira au bout de... Attends, il a été condamné à 18, il a fait que 10 ans. Ça veut dire, en fait, le mec s'est plutôt bien tenu en prison, déjà. 10 ans, le mec, pour avoir tué quelqu'un. 10 ans. C'est rien, 10 ans. C'est pas les États-Unis, hein. Son nom revient dans d'autres affaires judiciaires. L'homme est de nouveau condamné en 2009 pour un délit relatif aux mœurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait également l'objet de poursuites en 2019 et 2022 pour non-respect des obligations liées à son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Ah, attention, donc il est parti là-bas aussi. 2 femmes, 2 drames, 3 orphelins. 30 ans séparent ces 2 faits divers. 30 ans plus tard, le mec est toujours un assassin, quoi. Sylvie et Dana. En mourant, ces 2 femmes ont laissé 3 orphelins. En 1980, donc en fait je crois que Sylvie elle en avait 1 et Dana elle en avait 2. Et en plus elle est super belle Dana. Alors j'ai pas trouvé de photo de Sylvie, enfin j'ai pas cherché de photo de Sylvie, j'ai pas pensé. Bon enfin belle ou pas, on s'en fout en fait. Alors moi ce qui m'a choqué c'est la différence d'âge en fait entre les deux. Parce qu'elle est très jeune. Et lui il a 58 ans.
au moment du drame. Donc là, en août, là, il a 58 ans, elle en a 26. Donc ça, c'est aussi un problème pour moi. Et je suis pas quelqu'un qui a... Alors, je suis plus âgée que Justine, de quand même pas mal, mais pas autant, quoi. Pas autant. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette différence d'âge? 58 et 26? C'est un peu too much, non? Tu peux presque lire la souffrance dans son regard à cette femme. Et je pense qu'elle... En fait, en général, les personnes qui sont victimes de ce genre de personnes, elles ont déjà vécu des trucs de ouf avant. Et c'est souvent... Attention, c'est pas toujours le cas. Mais c'est souvent la raison pour laquelle, en fait, quand elles sont avec un mec qui est violent comme ça, elles vont pas partir tout de suite. Parce que, pour donner un exemple parmi tant d'autres, par exemple, une femme qui a été battue par un de ses parents pendant son enfance ou pendant sa jeunesse, déjà, tu grandis en pensant que c'est les coups, c'est normal. Et du coup, quand quelqu'un qui est censé t'aimer autant que tes parents te frappe quand même si c'est pas forcément des coups trucs de ouf, des raclés de psychopathe, mais même une claque de temps en temps, ça peut traumatiser un enfant, marquer un enfant. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un à l'âge adulte, un mec qui lève la main sur toi, bon, bah tu pardonnes parce qu'en fait, tu le places sans le savoir au même rang que tes parents. C'est un mec qui m'aime beaucoup. S'il me frappe, ça veut pas forcément dire qu'il m'aime pas. Et donc souvent, c'est des personnes qui ont vécu pas forcément les coups physiques des parents, mais qui ont peut-être vécu aussi d'autres choses, qui font que pendant un moment, tu acceptes. Et après tu comprends que c'est pas normal et que tu veux partir. En mourant, ces deux femmes ont laissé 3 orphelins. En 1993, Abdelhafid Tombouctou était père d'un petit garçon de 2 ans. Ses grands-parents lui ont sauvé la vie. Oh là là. Donc Marcel et Dolores. Ses grands-parents lui ont sauvé la vie en le protégeant de la scène de crime. Donc en fait, quand ils ont pris la fuite au moment où il y a eu l'altercation avec Sylvie, ils ont protégé le petit. Avec Dana, jeune femme d'origine lettonne, il y avait 2 enfants. Les 2 petits, âgés de 2 ans et 10 mois, 2 ans et 10 mois, ont été retrouvés indemnes dans une voiture au feu de détresse allumé devant la maison où s'est noué le drame. Abdelhafid Tombouctou, 58 ans, avait francisé son prénom et se faisait appeler Raphaël. Ouais, je suis pas trop d'accord. Bon, non mais je plaisante, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il ne sera jamais jugé pour la mort de Dana, il s'est donné la mort le soir du meurtre avec un fusil de chasse. La jeune femme avait déjà quitté une première fois le domicile conjugal. L'enquête judiciaire prendra de longues semaines pour comprendre ce qu'il s'est passé ce soir-là dans cette petite commune du Haut-Jura à plus de 400 km de l'Hérault. Et d'un meurtre que Dana ignorait peut-être. Ah, elle était peut-être pas au courant qu'il avait tué la première. En fait, elle venait de Lettonie, la meuf. Donc déjà, ça se trouve, elle était peut-être pas... Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose qu'elle venait de Lettonie, ça veut dire quelque chose qu'elle venait de Lettonie. Peut-être qu'elle parlait pas français, ou peut-être qu'elle parlait pas bien français, ou peut-être qu'elle a... En fait, quand tu te mets avec quelqu'un, en couple, tu penses jamais à aller vérifier sur Google ce qu'il a fait des trucs. Et puis de toute façon, les tueurs, ils sont pas recensés dans le... Alors après, tu peux peut-être tomber sur un article et tout. Alors, on y va pour la prochaine. Et encore une fois, on va être sur une problématique où ça va nous diviser un petit peu, mais c'est pas grave, parce que c'est fun. Wellington, en Floride. Un ancien professeur de lycée du sud de la Floride a été arrêté et accusé de... Complète la phrase. Ancien professeur de lycée du sud de la Floride a été arrêté et accusé de... Cette histoire commence mal. Bah déjà, la Floride, bon, tu sais qu'il va pas se passer des choses bien. Selon le rapport d'arrestation, l'enquête a débuté en décembre, donc décembre qui vient de passer, après l'envoi de fleurs, c'est pour ça que je l'ai intitulé Flowers, après l'envoi de fleurs dans un restaurant de Tijuana Flats. Bon, je crois que Tijuana Flats, c'est le nom d'une ville. Où travaillait la victime de 16 ans. Alors, faut regarder Dexter, hein. Je suis désolée, mais il faut regarder Dexter. Le gérant du restaurant appelle le fleuriste. Allô, qui c'est qui a envoyé ça? Le fleuriste donne le nom Charles Maglio. Donc le directeur du restaurant, ensuite il appelle la grand-mère de la Charles Manson. Il appelle la grand-mère de la jeune fille parce qu'elle a 16 ans et elle habite avec elle apparemment. Donc il l'appelle, voilà, pour la prévenir. Écoute bien cette phrase. Selon le rapport, l'adolescente a contacté Charles ce soir-là, après l'envoi des fleurs, et l'appel à la grand-mère, et l'a informé d'une éventuelle enquête. Allô Charles, un bébé, c'est moi, ta gamine de 16 ans. Les flics sont sur ton dos là. Hein.
Donc elle appelle son mec, pour lui dire. Et oui, parce que c'était pas un détournement involontaire. Enfin, on va dire, c'était un détournement quand même, parce que légalement c'était interdit, mais voilà. Donc voilà Charles, la gueule de Charles. Donc elle appelle Charles, la fille de 16 ans, elle lui dit « Ouais Charles, attention, ils sont sur tes côtes. » Elle dit avoir supprimé tous leurs messages, texto, bim bim, et elle est sûre qu'il en a fait de même. Interrogée, la jeune fille répond « Je ne veux pas qu'il ait des ennuis, je l'aime. » L'adolescente a déclaré avoir rencontré Charles à la Wellington High School, où elle était élève et lui enseignant. Selon le rapport, elle a commencé à lui rendre visite dans sa classe après l'école parce qu'elle cherchait une figure paternelle de mentor, mais ça a dégénéré. Moi, je veux qu'on m'explique. Qui est déjà allé voir le prof à la fin du cours? Moi, j'adorais aller voir les profs à la fin du cours, mais c'était toujours pour des questions en rapport avec le cours. C'était jamais pour du mentoring paternel. Daddy issues has entered the chat. Qui a eu des profs sexy? Moi, j'en ai eu 2. Il y a prof et prof, parce que là, vous parlez du lycée, mais moi, je parle de toute votre scolarité. Est-ce que vous avez eu à un moment donné dans votre scolarité, à un âge de consentement, un prof qui était beau gosse? On continue. Donc la fille cherchait une figure paternelle, elle attend la fin du cours. « Bonjour monsieur, j'ai une question de mathématiques. » Et ça a dégénéré. Donc la jeune fille, elle explique qu'après après les sessions de mentoring paternel au lycée, ils ont commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, et ils ont commencé à avoir des relations sexuelles dans l'appartement de Charles, qui se trouve à Green Acres, en Floride. La victime a déclaré qu'elle avait dormi plusieurs fois dans l'appartement. Elle y a laissé des vêtements et une brosse à dents. C'est une semi-colocation, le truc, en fait, hein. Ok, je vois. Elle a dit qu'ils étaient tous les deux conscients que ce qu'ils faisaient était mal, mais ça leur paraissait bien. Enfin, c'est mal traduit, mais c'est tellement mal. It's so wrong, but it's right, dit-elle en anglais. Après que la victime ait été interrogée, les détectives ont obtenu un mandat pour perquisitionner l'appartement de Charles. Ils ont récupéré les vêtements portés par la victime, culottes, soutien-gorge et la brosse à dents. Des mois plus tard, les détectives ont ensuite établi un appel entre la victime et Charles, au cours duquel Charles dit à l'adolescente qu'il l'aime et qu'elle lui manque. C'est presque mignon. Le mois dernier, des détectives ont déclaré que les résultats des tests étaient revenus et montraient l'ADN de Charles sur les sous-vêtements portés par la victime et récupérés dans l'appartement de Charles. Donc du coup, ça veut dire preuve, hein. Tu peux même pas dire on se faisait juste des bisous. C'est pas possible. Maglio, donc Charles, a été arrêté et accusé d'activité sexuelle illégale avec une mineure et infraction contre une étudiante par une figure d'autorité. Donc même ça, c'est interdit. Charles a déposé une caution de $20 000 et a été libéré de prison. Il doit revenir devant le tribunal le mois prochain. Charles Maglio, 54 ans, ancien professeur de mathématiques au Wellington Community High School, a été arrêté la semaine dernière. Donc l'arrestation est récente. C'est quoi la consentement? C'est quoi l'âge? Et comment ça marche? Parce que je comprends pas en fait. Je ne comprends plus. Comment ça marche? Est-ce qu'à 16 ans, elle est consentante légalement? Elle a droit ou pas? Parce que de ce que j'ai compris, une meuf de 16 ans, elle peut sortir avec un mec de 18 ans sans problème alors qu'il est majeur. Mais si ça va un peu plus au-dessus, ça veut dire que c'est même la loi qui dit que non. Le consentement, c'est à partir de 15 ans en Floride. Bah apparemment non, parce qu'elle avait 16 ans au moment des faits. Enfin non, je crois qu'elle avait 16 ans au moment des fleurs. Oh, elle avait 16 ans au moment des fleurs. Ça veut dire que, putain... Bah oui, elle avait 16 ans au moment des fleurs, parce que le directeur du restaurant où elle bosse, 16 ans, fleurs, hop hop, qu'est-ce qui se passe? Donc il appelle, et en fait, c'est là qu'ils se rendent compte que... il s'est passé des choses avant. Exactement, ça reste une figure d'autorité, donc rien que par rapport à ça, il n'avait pas le droit de toute façon. Celle-là, elle est horrible. Je suis vraiment choquée, et je ne l'ai pas lue. Je connais un peu du coup, hein, mais un petit peu, parce que j'ai lu le titre, et 2-3 phrases. Mais je vais la découvrir en même temps que vous, et je sais qu'on va être écœurés. Bon, je te laisse réagir. Je laisse la photo. Je te laisse réagir. Je vais diminuer parce que j'ai peur. Hein. Je suis un petit peu... Voilà, j'ai un peu peur. Donc je diminue un peu. Ça, c'est Stephen Walters. Donc ça, c'est Stephen Walters, et derrière lui, c'est Richie. Stephen Walters, 55 ans, et Anthony Ritchie, 46 ans, qui travaillaient pour la police des West Midlands, donc on est au Royaume-Uni, en Angleterre, ont abusé
de leur pouvoir à des fins de gratification sexuelle après s'être attaqué à 3 femmes. Walters a demandé à une victime vulnérable, victime de violences conjugales, de lui accomplir, bon c'est mal traduit, mais de lui accomplir un acte sexuel alors qu'il était à la radio, donc il est en train de radioter, c'est mal traduit, mais en gros, ça le faisait kiffer. En même temps être à la radio. Donc Richie, lui, de son côté, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu des relations sexuelles avec une veuve en deuil, alors qu'il portait son uniforme de policier. Il lui a demandé de mentir à ses patrons au sujet de cette relation. Les policiers se sont également livrés à des activités sexuelles avec la... Ah, si, ils se connaissent, putain. Ah, ben je savais pas ça, tu vois. Ils se sont... Ah, mais c'est des potes, ben forcément, qui se ressemblent. Ils se sont livrés à des activités sexuelles avec la même victime, Walters, en octobre 2013, lorsqu'il s'est rendu au domicile de la femme. Ah, pas en même temps. Pas en même temps. Donc c'est d'abord Walters, donc lui là. Donc il y va d'abord en octobre 2013, il va au domicile de la femme en question, et ensuite c'est Richie. Et Richie, lui, il entame une relation. C'est écrit « entame une relation inappropriée avec la femme ». Il lui envoie des messages explicites depuis son téléphone, et il a des relations sexuelles avec elle après avoir arrêté son partenaire. Donc il intervient pour violence conjugale. Il continue, lui, les violences. Voilà. Les 2 hommes ont nié toute mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique, mais ont été reconnus coupables par un jury siégeant à la Crown Court of Birmingham en juillet. Aujourd'hui, Richie, Birmingham, a été condamné à 4 ans de prison, tandis que Walters a été condamné à 2 ans et demi de prison. 4 et 2. Ça se voyait qu'il méritait plus, lui. C'est la 2e fois que Walters est envoyé en prison pour avoir ciblé des victimes vulnérables alors qu'il servait dans les forces de l'ordre. En fait, pourquoi c'est la 2e fois? Pourquoi il y a une 2e fois? Parce qu'il l'a déjà fait une fois. Pourquoi il revient dans la police, en fait? Quelqu'un peut m'expliquer? Lors de la détermination de la peine, le juge Roderick Henderson décrit les victimes comme des femmes courageuses qui se sont manifestées et se sont défendues, ainsi que leur communauté. Il a déclaré à Walters, il s'agissait d'agressions sexuelles rendues beaucoup plus graves parce que vous étiez un policier en service à l'époque. Vous avez sans doute exploité votre position et espériez vous en sortir sans problème. Il dit à Richie, vous les avez utilisées alors qu'elles étaient dans une position vulnérable. Vous aviez fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des comportements très similaires, mais vous avez entamé ces 2 relations. Pourquoi il parle de entamer des relations? Je comprends pas. Vous saviez que vous aviez tort, mais vous avez persisté. Le tribunal a appris que Walters avait abusé de sa position pour amener 2 victimes d'un crime à lui commettre un acte sexuel après avoir été envoyé à leur domicile pour des alertes d'incidents domestiques. Donc t'imagines, t'appelles un flic parce que ton mari il est en train de te tabasser la gueule. Le flic il arrive et il te viole. Ou il te fait des trucs. Ou il te dit fais-moi des trucs. Le policier s'est occupé du suspect pendant que Walter s'emmenait la victime dans les toilettes. En fait, ils étaient 2 flics à intervenir, donc il y en a un qui s'occupe du suspect et l'autre qui... Oui, parce qu'ils interviennent à 2. Et donc il y en a un qui l'emmène dans les toilettes. Il complimente ses tatouages et lui dit « Je parie qu'il y a quelque chose un peu plus bas », avant d'ouvrir son pantalon et de demander à la femme de lui faire une... La victime décrit Walter s'agissant comme un prédateur. Lors d'un 2e incident en octobre de la même année, il s'est rendu au domicile d'une autre femme, cette fois seule. Il a fait également des commentaires sur ses tatouages, bon le mec aime les tatouages. Assis sur le canapé, il s'expose et pousse la tête de la victime vers le bas. La victime déclare que Walter semblait prendre du plaisir à parler à ses collègues sur sa radio tout à fait normalement pendant cet acte sexuel. Il revient à l'adresse le lendemain et demande à la victime si elle va bien, et elle ne le laisse pas entrer, tu m'étonnes. Walters a déjà été condamné à 4 ans de prison en 2016. Ah ouais d'accord, mais après avoir reconnu avoir agressé sexuellement 2 femmes en l'espace de 2 mois l'année précédente. Alors qu'il était en service, il a amené une jeune femme chez elle au petit matin et lui a tripoté la jambe pendant le trajet. Il se rend au domicile de la 2e victime parce que son enfant s'est enfui, et pendant qu'il est là, il se pousse contre elle, l'embrasse et met sa main sur ses sous-vêtements. Le tribunal a entendu en juillet 2014 que Richie, donc lui là, avait reçu des conseils de la direction concernant un abus de son autorité après avoir invité une femme vulnérable à sortir avec lui. Donc lui, en fait, comment il cherche une gonze? Dans les victimes. Il a juré ne pas répéter cette expérience. Voilà, je ne recommence plus. Et donc ça passe avec les flics de West Midlands apparemment, parce qu'il a recommencé.
Il a juré ne pas répéter cette expérience, mais il a déjà rencontré une autre femme vulnérable. Entre-temps, il rencontre une autre femme vulnérable et entame une relation avec elle. Du coup, c'était une relation, c'était pas une relation. Il se rend chez elle en... Ah, je crois que ça veut dire relation sexuelle non consentie. Il se rend chez elle en juin 2014 pour arrêter l'ex-partenaire de la femme en question, et il revient plus tard avec un café, donc il revient seul avec un café, et il s'invite chez la meuf, tout normal. Il fait des commentaires sur son physique, il la suit dans la cuisine et l'embrasse. Ils auront des relations sexuelles à plusieurs reprises, et il lui envoie des messages sexualisés, et il rencontre même sa mère. Ouais, donc en fait, après, ça a démarré une relation entre eux, quoi. Oh, elle est tombée enceinte. I don't understand, là. Attends, mon cerveau... Attends. Elle tombe enceinte. Richie arrive dans un fourgon de police et lui demande si le bébé est le sien. Mais il faut faire un film, en fait, là. Le policier avait également rencontré une autre femme, veuve, en juin 2014, après s'être rendu chez elle pour arrêter son fils. Ils sont allés au pub et ont fini par avoir une relation sexuelle. Bon, c'était quand même consenti, mais quand même. Ça reste quand même du prédatoriat, hein, comme on dit, du prédatoration. Parce que c'est des personnes qui sont dans des positions vulnérables et toi, tu es une figure d'autorité, tu arrives pour les aider dans une situation de détresse. Normalement, t'as pas à faire ça. Apparemment, c'est interdit. Même si la meuf est consentante. Mais bon, là, il y avait des meufs qui n'étaient pas consentantes, en fait. Alors que la relation faisait déjà l'objet d'une enquête, Richie a fini par mentir. Donc lui, là, a fini par mentir à son supérieur. Et il dit qu'il avait rencontré par hasard. Bien sûr. Le tribunal apprend que Richie recherchait des femmes sur Tinder, où il se décrivait comme policier. Bah ça va, t'as Tinder, en fait. Pourquoi tu fais ça? Catherine, il ressort clairement des déclarations personnelles des victimes que la conduite des accusés a eu un impact profond et durable sur la santé mentale et les relations de chaque victime. Elle se retrouve avec une méfiance profonde et durable à l'égard de la police, bah tu m'étonnes. Chacun des accusés a exploité sa position pour sa propre gratification sexuelle. Une femme victime des deux hommes, se référant à Walters, donc lui, déclare « Immédiatement après l'incident, je me suis sentie sale et physiquement malade, genre à en vomir. Je me sentais incroyablement exposée. » Ouais, tu m'étonnes. Je venais de sortir d'une relation à long terme. Il n'a pas montré le moindre remords. J'ai tenté de mettre fin à mes jours à plusieurs reprises, donc après l'incident. Je ne peux plus faire confiance au policier à cause de ce qu'il a fait. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il a complètement ruiné ma vie. En se référant à Richie, lui là, elle déclare, parce que du coup elle a été victime des deux, il ne voulait pas d'une vraie relation, il ne se souciait pas du tout de moi, il ne me voulait que pour le sexe. L'avocate de Sourcil déclare, il a tout perdu. Il a perdu sa réputation, son emploi, il a fait honte à la police et sa famille. C'est pas une très bonne avocate en fait, si elle dit ça. C'est comme ça que tu défends ton client? Tu l'as honte aux flics. Mais c'est pas une très bonne défense, en fait. Bon, y a rien qui va dans cette histoire. Mais je pense qu'elle était elle-même révoltée, tu sais. Comment tu peux défendre des merdes comme ça? Je comprends que tout le monde a le droit à un avocat. On y va pour les affaires... On va souffler un petit peu là, parce que là... Ils ont été complètement livrés à eux-mêmes. 42 touristes, pour la plupart âgés, sont restés coincés pendant des heures dans un bus sur un parking du sud de l'Allemagne. Le chauffeur du bus n'a pas été autorisé à continuer à conduire car il avait atteint son temps de conduite maximum de 9 heures. Solution? Je sais pas qui est l'auteur de l'article, mais il a trop bien écrit. Solution? Point d'interrogation. Il s'est enfui et a disparu. Et ça s'est passé le 21 septembre, donc il y a 3 jours. Le chauffeur du bus avait d'abord essayé de trouver lui-même une solution au problème en faisant venir un ami. Donc, le fameux Joker appelle un ami. Selon la police, la compagnie de bus ne l'a pas autorisé. Donc on te refuse ton Joker. Selon un passager, le chauffeur du bus aurait demandé à son ami de retirer la feuille du tachygraphe et de continuer à rouler. Donc en fait, il appelle son pote, il lui dit enlève la feuille là, le cercle là, et tu roules à ma place. Mais il ne l'a pas fait, déclare un autre passager. C'est alors que le conducteur a repéré son opportunité. Il s'est enfui et nous étions là, déclare un autre passager, laissant le bus et ses occupants impuissants. Ne conduis pas un bus qui veut, hein. Bon, moi je pense que si j'avais été à bord, j'aurais essayé de conduire le bus. Mais bon. Et d'abord, ils essaient de trouver une solution eux-mêmes. Mais ça n'a toujours pas fonctionné. 3 heures plus tard, les occupants contactent eux-mêmes les autorités.
Le groupe de touristes affamés, alors ça m'a fait mal au cœur quand même, parce qu'ils ont un certain âge. Le groupe de touristes affamés a attendu des heures sous la pluie. Certains ont essayé de dormir dans le bus. Ça, c'est chaud quand même. Finalement, les occupants ont été conduits dans un commissariat avec l'intervention de la police et de la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge est intervenue. Cela a duré... Ah non, c'est pas 3 heures, hein. Attends, c'est plus. Parce qu'en fait, il y a eu le temps du joker, l'appel à un ami, le mec il arrive et enlève la roue, il veut pas. Enfin voilà, la compagnie de bus, elle appelle d'abord pour trouver une solution, après ils appellent les flics, après. En fait, ça a duré très longtemps. Cela a duré toute la soirée et une partie de la nuit. La Croix-Rouge a organisé nourriture et boissons, bananes, boissons, bon, c'est pas précisé lequel, barres de granola, a indiqué la police, pour les occupants, dont la plupart étaient âgés de 70 ans. Moi, quelqu'un qui fait ça à ma grand-mère, je l'éclate, en fait. Comment c'est possible d'être aussi mal organisé que ton chauffeur, en fait, il a atteint son quota, avec 42 personnes à bord du bus qui ont à peu près 70 ans. Certains ont déclaré aux sauveteurs de la Croix-Rouge qu'ils n'avaient rien mangé depuis le petit déjeuner à l'hôtel en Suisse. Et ça s'est passé le soir. Pourquoi? Parce que tu dis c'est un bus, genre même au bled en Algérie, quand tu fais Alger-Biskra, il y a des aires où tu peux... T'es des petits villages où tu t'arrêtes et il y a du méchoui sur la route, il y a de la bouffe, il y a de la boisson, il y a du grain pas. Là, en fait, le conducteur ne se serait arrêté que dans des endroits où rien n'était disponible. Donc rien à foutre, en fait. Et tu comprends mieux pourquoi il s'est barré. Tu atteins ton quota d'heures et t'es fatigué, je peux le comprendre. Les passagers sont sous ta responsabilité. Moi, en tant qu'hôtesse de l'air, c'était ça aussi. Ok, on est fatigué, ok, machin. T'es un être humain. Enfin... ton salaire, tes heures, machin, ça à un moment donné, on s'en fout. Il faut que ta conscience humaine, elle prenne le dessus sur la thune et sur la fatigue. Faut que tu sois là, en fait. Donc normalement, elle aurait dû rester et s'occuper des personnes, quoi. Granola avec dentier, pas top. J'avais pas pensé. Et c'est vrai que c'était pas très intelligent de la part de la Croix-Rouge. Mais au moins, ils sont venus, ils ont essayé de faire quelque chose. Les voyageurs ont ensuite été conduits à la gare de Stuttgart par des taxis dans la soirée et la nuit. Le dernier passager n'est arrivé qu'à 2h30 du matin. Les 42 seniors venaient de Saxe-Anhalt et rentraient chez eux après 5 jours de vacances dans les Alpes suisses et françaises. C'est de la faute de la compagnie de bus. En fait, ils n'étaient pas assez bien organisés pour savoir que ce mec, ce chauffeur, il n'aurait pas dû faire ce trajet. France. Et ça, je l'ai lu sur un média néerlandais. Donc c'est présenté par des Pays-Basiens, des Néerlandais, si tu veux. Donc en fait, je lis mon truc de bus, là, et après je tombe sur cet article. Je dis non. Une Française de 50 ans a remporté à l'euro-million au début du mois. Donc là, septembre, là. Elle a remporté plus de 109 millions d'euros. La plus grosse cagnotte tombée en France. Alors c'est écrit cette année dans l'article. Je pense que c'est dans l'histoire de la Française des Jeux parce que j'ai jamais vu 109 millions. Mais wesh, 109 millions. Pour la Française, le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Elle a récemment perdu son emploi. Le jackpot de l'euro-million est tombé le 1er septembre, rapporte la loterie française, la Française des Jeux, FDJ. Le paiement sera effectué dans les prochains jours, précise la FDJ. Selon l'organisation, la gagnante de 50 ans, qui souhaite garder l'anonymat, je comprends bien, est inquiète ces derniers temps car elle a été récemment licenciée. Mais maintenant, elle ne ressent plus aucune pression du travail, a-t-elle déclaré. Ça va, pression du travail, ça va, je ne la ressens plus. La Française a accidentellement, mais ça c'est le pire, la Française a accidentellement tenté sa chance à l'euro-million et elle a utilisé le système Flash. Alors je joue pas au loto donc je sais pas, mais c'est un système dans lequel une combinaison de chiffres aléatoires est choisie. Alors j'explique à Justine, je lis l'article, je dis putain Justine, regarde qu'est-ce qui se passe en France. Et je lui explique le système Flash, il me dit putain de merde bébé. Mais il est choqué là, j'ai cet bridou. Elle ne savait pas exactement, mais c'est ça le plus beau de l'histoire en fait. Donc elle fait son truc Flash, tiens vas-y choisis pour moi le destin. Flash, flash-moi destin, flash-moi. Elle ne savait pas exactement quel était le montant du jackpot. Ça veut dire la meuf elle joue, elle sait même pas. Alors qu'elle est venue échanger le ticket gagnant, elle a cru avoir gagné seulement quelques dizaines d'euros. Ce n'est qu'à son retour chez elle qu'elle réalise à quel point elle est devenue riche. J'ai passé plusieurs minutes à regarder mes numéros et les numéros... Moi, je pense que j'aurais passé toute la nuit à juste regarder le ticket.
Ça, c'est 9 millions. 109 millions. 109, pas 9, 109. Ah ouais, j'aurais passé la plus belle nuit de ma vie juste à regarder ce papier, en fait, pendant toute la nuit. Donc elle a regardé pendant plusieurs minutes le ticket et les numéros gagnants, raconte-t-elle. Depuis, elle affirme protéger la note au péril de sa vie. J'ai même tondu... What? Tondu la pelouse avec mon sac à main sur l'épaule. J'ai pas compris. Ah, elle a tondu vraiment le... Genre, elle va tondre son gazon avec le sac à main. Elle passe aspirateur et tout comme ça. On dit que j'avais plus de chances d'être frappée par la foudre que de gagner la loterie. Mais je pense que le destin en a décidé autrement. La Française sait déjà ce qu'elle fera de cet argent. Mon rêve est d'acheter une maison. De plus, l'heureuse élue souhaite faire du bénévolat et beaucoup voyager. Alors, 109 millions, tu fais quoi avec cet argent? Moi, je sais exactement ce que je fais avec cet argent. Une maison, soit elle rêve petit, soit elle parle d'une maison qui fait 250 km, tu sais, de surface. Hein. Moi, j'investis dans l'intelligence artificielle pour remplacer le plus d'humains possible. Elle doit l'avoir jusqu'à la remise du chèque. Ah, moi, je sors pas de chez moi. Ah, je savais pas que tu devais le garder comme ça. Tu m'étonnes qu'elle veut garder l'anonymat. Il y a combien de gens qui seraient allés chez elle à canarder s'ils avaient su qui c'était? J'ai un pote qui m'a raconté ça la dernière fois. Il me disait qu'il y a en fait, il y a... Je sais pas si c'était peut-être un article ou quoi, mais il y a un mec qui est pété de thunes. Je crois qu'il est riche de nature, enfin de naissance. En fait, ce mec, ce qu'il fait, c'est que tous les ans, il apprend un nouveau truc. Genre pendant un an, il va faire apprendre le tir à l'arc. Pendant un an, il va faire, je sais pas, de la chasse. Un an, il va faire apprendre à naviguer un bateau et tout ça, machin. Et moi, je pense que c'est ce que je ferais aussi. Genre un an, j'apprends un truc ou deux, des langues, c'est sûr que j'apprendrais... Peut-être les langues, je ferais ça un truc genre récurrent. Genre pendant une année, j'apprends telle langue, l'année d'après, j'apprends une autre langue, et à côté, j'apprends aussi une autre compétence. Genre, je sais pas, le tir à l'arc, moi j'adore le tir à l'arc, par exemple, j'en ai déjà fait un petit peu. Ouais, je pense tous les ans, je me ferai un truc comme ça, évidemment parsemé de plein de voyages, de dons, d'ouverture d'écoles, donner à des hôpitaux, ouvrir des mosquées, donner à des gens qui sont dans le besoin, créer des trucs, ouvrir des trucs, créer des trucs surtout, créer des trucs qui continuent derrière, quoi. C'est bien de faire des dons occasionnels, mais c'est bien aussi de faire des trucs qui perdurent après. Une femme musulmane a été condamnée à 2 ans de prison en vertu de la loi indonésienne sur le blasphème, pour une vidéo qu'elle a partagée sur TikTok et qu'il a montrée en train de réciter une prière islamique avant de goûter du porc lors d'une visite sur l'île touristique de Bali. Voici la pécheresse, voici la jeune femme. Lina Lutfiavati, connue sous le nom de Lina Mukherjee, sur les réseaux sociaux, a été jugée en début de semaine par le tribunal du district de Palembang sur l'île de Sumatra. La femme de 33 ans a été c'est pas drôle. La femme de 33 ans a été reconnue coupable de diffusion d'informations visant à inciter la haine contre des individus religieux et des groupes spécifiques, selon des documents judiciaires. En plus de sa peine de 2 ans de prison, le tribunal lui a infligé une amende de 250 millions de roupies indonésiens, ce qui correspond à peu près à 25 000 €. Une petite fortune dans un pays où le salaire annuel par habitant avoisine les 6 500 €. C'est 3 ans de paie, s'il faut 3, 18, 4 ans de salaire. C'est énorme. Pour du halouf. Sa peine de prison pourrait être prolongée de 3 mois si elle ne paie pas l'amende, a ajouté le tribunal. S'adressant aux journalistes devant le tribunal après le procès, Lina, donc la tiktokeuse, exprime son choc face à la sentence. « Je sais que j'avais tort, mais je ne m'attendais vraiment pas à cette punition, dit-elle. Il est possible qu'elle fasse appel, précise CNN Indonésie. Connue pour son style de vie et ses vidéos culinaires la montrant en dégustant divers plats, elle a reçu des réactions négatives suite à une vidéo qu'elle a partagée sur TikTok en mars, qui la montre assise à une table à manger et récitant la phrase islamique « Bismillah » au nom de Dieu. Donc c'est ce qu'on dit avant de manger, et avant de faire aussi beaucoup de choses. Avant de consommer de la peau de porc croustillante. Alors ça donne faim quand même un petit peu. Bismillah est l'une des phrases saintes les plus importantes et les plus courantes de l'islam. C'est la première phrase du Coran et elle est souvent prononcée par les musulmans avant de manger. Elle est également fréquemment utilisée comme déclaration générique. La vidéo, qui selon Lina a été filmée alors qu'elle voyageait à Bali, l'a montrée en train d'essayer le babi guling. Alors c'est ça le plat. Ça donne faim quand même, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Bon, c'est du halouf, mais je pense que si tu remplaces par du poulet, ça peut le faire. Babi guling. Un aliment de rue populaire composé de riz,
de morceaux de porc rôtis à la broche et de craquelins servis avec des légumes. Et là, on termine sur celui-là, mais alors, mais comment dire? Qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Le bureau du shérif du comté d'Alachua, en Floride, qualifie ce contrôle routier de très risqué. Il se déroule tard dans la nuit, 3h50 jeudi, donc là. La berline blanche, dans laquelle 2 individus voyagent, a été signalée disparue, pas volée, disparue, par une personne qui habite en Floride, à Nord-Port, machin, enfin c'est une autre ville, quoi. Et cette ville, elle se situe à 320 km d'Alachua, donc de là où se fait l'arrestation. Les 2 individus à bord de ce véhicule, point d'interrogation, au volant, un garçon de 10 ans, donc c'est le mec qu'on voit sur la photo comme ça, côté passager, sa sœur de 11 ans. Les policiers apprennent que les 2 enfants étaient en colère contre maman parce qu'elle leur a confisqué leurs appareils électroniques, ce qui aurait été fait parce qu'ils ne les utilisaient pas correctement, a indiqué le bureau du shérif. La police ajoute qu'il n'y a aucune raison de croire qu'ils sont maltraités chez eux. Petite virée entre frères et sœurs. La mère des enfants conduira pendant 3 heures vers le nord jusqu'à Alachua pour récupérer ses enfants. Nos détectives ont longuement parlé avec leur mère, qui fait clairement de son mieux pour élever 2 jeunes enfants. Elle est très réceptive aux recommandations qui lui ont été faites par la police pour l'aider à obtenir de l'aide. L'âge légal. C'est marrant que l'article se termine avec ça en fait. L'âge légal pour obtenir un permis d'apprenti conducteur en Floride est de 15 ans. Tandis que les conducteurs doivent avoir 18 ans pour demander un permis complet. Bon, c'est bien, l'article fait un rappel, au cas où il y a des gosses qui lisent l'article et qui se disent « Ah ouais tiens, moi aussi je vais me tenter une petite aventure K2000 avec ma sœur. » C'est le fils qui a conduit en revenant. Qui a conduit la deuxième voiture? Mais c'est une excellente question. Bon, il y a un truc déjà, je pense que peut-être certaines personnes ne savent pas. Aux États-Unis, les voitures sont quasiment toutes automatiques, boîte automatique. Mon beau-père, en fait, il a une Ford Mustang grise. Justine, quand il me l'a mise dans les mains, il était en train d'essayer de me montrer. Je disais, j'espère que tu plaisantes. C'est moi qui t'apprends à conduire une boîte manuelle. Là-bas, les voitures sont toutes quasiment automatiques, donc t'as juste à appuyer sur le... Chut. C'est mignon comment il sort. Ne tirez pas. Ok, je rentre à la maison. C'est bon. J'arrive, maman. Comment il faisait pour voir au-delà du volant, en fait? Un coussin. Ah, il a mis un oreiller sous les fesses. Un siège auto. Et la petite sœur, elle reste devant. Bon, vas-y, parle avec les flics, et puis quand vous avez fini, vous me prévenez, je suis là. Mais ils ont roulé très longtemps, en fait. La daronne ne s'est pas rendue compte de leur absence. Cette affaire, elle m'a fait beaucoup sourire, mais je me dis, faut cacher les clés, quoi. Si t'as une voiture automatique. Bon, c'était sympathique, ce live. C'était haut en émotion, haut en couleur. Merci de votre présence, et on se retrouve dans quelques heures pour la vidéo YouTube. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, YouTube à regarder après minuit. Il faudra que je le mette quelque part en bas. Bonne fin de dimanche, bonne semaine pour demain, et